Donc, merci infiniment pour cette introduction. Je vous remercie très sincèrement pour cette invitation à parler sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Effectivement, ça fait un certain nombre d'années maintenant, Tariq le sait, que je travaille sur cette thématique. On avait développé notamment des études thérapeutiques centrées sur l'histologie dans la néphropathie IgA. Donc, on va essayer de refaire un peu le point en 2025. Donc, il y a un certain nombre de conflits d'intérêts. Alors, d'abord, en termes de diagnostic, je pense que la néphropathie IgA, tout le monde connaît. Mais en pratique, quand vous regardez les papiers, tous les papiers commencent par « c'est la glomérulonéphrite la plus fréquente ». Très bien. Personne ne vous donne jamais de définition de la néphropathie IgA. Et on se rend compte que quand on réfléchit, la néphropathie IgA, ce n'est pas si facile à définir. Pourquoi? Parce que théoriquement, c'est une glomérulonéphrite, donc une maladie inflammatoire glomérulaire, donc avec des lésions glomérulaires qui s'associent à des dépôts d'IgA prédominants. On est bien d'accord. Malgré ça, quand vous prenez des biopsies de donneurs de reins dans des populations multiethniques, typiquement au Texas, ça avait été fait initialement dans des populations asiatiques, mais ça a été répété dans des populations beaucoup plus mixtes en termes d'ethnie. On trouve des dépôts d'IgA dans 15 à 20% des biopsies de donneurs de reins. 15 à 20%, ça ne correspond plus à une maladie, ça correspond à une variation de la normale. Et donc la définition de la néphropathie IgA liée au dépôt, elle est très difficile parce que le dépôt en lui-même ne permet pas de faire le diagnostic. Il faut vraiment qu'il y ait des lésions et qu'il y ait une glomérulonéphrite, c'est-à-dire une protéinurie, éventuellement une hématurie et une insuffisance rénale. Je pense que c'est fondamental parce qu'en fait, il y a un certain nombre de pathologies frontières où on va avoir des lésions de hyalinose segmentaire et focale et un syndrome néphrotique, quelques dépôts d'IgA, par exemple, qui ne correspondent pas à une néphropathie IgA, et il y a un certain nombre d'études qui, en fait, ont mélangé tout ça. C'est-à-dire des dépôts incidents, quelques dépôts d'IgA non significatifs, qui étaient considérés comme une néphropathie IgA et qui rendent les analyses thérapeutiques particulièrement floues. Donc, à mon sens, c'est le premier élément à prendre en compte dans le diagnostic de la néphropathie IgA, c'est d'éliminer les formes dites incidentales qui ne correspondent pas à une maladie. Il faut se rendre compte que dans ces études de donneurs de reins, de biopsie d'immunofluorescence sur les donneurs de reins, il y avait de l'IgA, mais il y avait également du C3. Vous voyez, le C3, c'était 83% des cas. Donc, quand on avait des dépôts d'IgA, on avait également du C3. Et donc, en pratique, ce n'est pas parce qu'il y a de l'activation du complément que ça fait vraiment une maladie. Il faut vraiment se méfier de ces formes incidentales avec quelques dépôts qui ne correspondent pas à une véritable glomérulonéphrite à IgA. En pratique, ça a été réévalué et les auteurs des CADIGO, la 2024, très récente, de septembre 2024, ont réinsisté là-dessus. Devant une maladie qui semble correspondre à une glomérulonéphrite à IgA, il faut savoir éliminer un certain nombre de cas où on ne parle pas de glomérulonéphrite à IgA. Le premier de ces cas, tout le monde le connaît, c'est les vascularites à IgA. On sait que c'est probablement une physiopathologie un peu différente dans cette forme systémique par rapport aux glomérulonéphrite. Et ensuite, il y a un certain nombre de glomérulonéphrite à IgA qui sont associés à d'autres pathologies dites secondaires, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on ne connaît pas bien le lien de cause à effet entre les deux. Typiquement, vous les connaissez, c'est les maladies inflammatoires du tube digestif, c'est certaines maladies auto-immunes, c'est certaines maladies hépatiques qui s'associent à un surrisque de néphropathie IgA. Il faut savoir que dans ce groupe-là de pathologies, on n'a aucune donnée thérapeutique. On ne sait pas comment il faut traiter ces patients. Et donc, on se base sur ce qui est fait dans la néphropathie IgA, mais il faut être très prudent. Et enfin, il y a un cas très particulier sur lequel insistent particulièrement les CADIGO, c'est les formes associées à des infections. Ça, pour moi, c'est vraiment un piège. Je pense je me suis encore fait piéger il y a quelques mois, alors que je suis censé connaître cette pathologie. C'est des formes de néphropathie à IgA qui ressemblent à des néphropathies à IgA, mais qui sont liées à des infections sous-jacentes, notamment à staphylocoque, et notamment chez les patients diabétiques. Typiquement, c'est le patient diabétique avec un pied diabétique infecté de façon chronique. C'est des infections torpides qui persistent, qui activent le complément, mais qui activent aussi l'immunité muqueuse, et donc la sécrétion d'IgA, qui vont se déposer, qui vont donner des formes très inflammatoires de glomérulonéphrite, qu'il ne faut pas considérer comme une néphropathie à IgA primitive, mais bien une forme post- ou para-infectieuse de glomérulonéphrite, et qu'il faut plus considérer comme ces formes à streptocoque post-infectieuses. Alors, c'est des malades qui sont souvent très sévères. Vous voyez, je vous ai remis une image là. Ils ont souvent une néphropathie diabétique sous-jacente, ils sont très inflammatoires, il y a beaucoup de neutrophiles, et ils évoluent en général très défavorablement. Quand on les compare, c'est la partie basse de la diapositive, avec les néphropathies à IgA primitives, ils ont des lésions beaucoup plus inflammatoires, beaucoup plus de prolifération endocapillaire, beaucoup moins de lésions de hyalinose segmentaire et focale ou de fibrose. Et c'est ce qui fait évoquer le diagnostic de maladie satellite de l'infection. Dans ces cas-là, il faut traiter l'infection, surtout pas mettre de corticoïdes parce que c'est extrêmement délétère. Donc, une fois qu'on a éliminé ces formes à la fois incidentales, ces formes associées, ces formes post-infectieuses, on peut s'intéresser aux néphropathies à IgA dites primitives.
Historiquement, on disait qu'il fallait traiter d'abord par de la néphroprotection pour diminuer la protéinurie, et seulement chez les malades qui avaient une protéinurie persistante, on ajoutait un traitement par immunosuppresseur, typiquement les corticoïdes. Aujourd'hui, ce n'est plus les recommandations. Les dernières CADIGO, sur la base d'un raisonnement plus physiopathologique, plaident pour traiter à la fois l'aspect néphroprotection avec des IEC, des ARA2, des diurétiques, des inhibiteurs de SGLT2, et l'aspect immunologique de la maladie, cherchant à diminuer la production des IgA et l'inflammation glomérulaire de façon parallèle. Jusqu'à présent, toutes les études thérapeutiques ont fait l'un puis l'autre, c'est-à-dire d'abord la néphroprotection, et uniquement chez les malades protéinuriques, on ajoutait un traitement immunosuppresseur. Aujourd'hui, assez logiquement, on considère qu'il faut faire les deux en même temps, même si on n'a pas encore beaucoup d'études qui aient fait ces deux attitudes, qui aient proposé ces deux attitudes en même temps. On va essayer de développer justement les nouvelles thérapeutiques qui sont susceptibles d'être utilisées dans ces deux attitudes, ces attitudes mixtes, simultanées. Je voulais vous rappeler quelques éléments de physiopathologie, parce qu'en fait, ces nouvelles thérapeutiques, elles se basent sur la physiopathologie. Vous savez que la néphropathie à IgA, c'est considéré comme une maladie qui dépend de quatre étapes. La première, c'est la production des IgA pathogènes, des IgA hypogalactosylés, production qui vient essentiellement du tube digestif. En fait, ces IgA, vous savez, les IgA, c'est essentiellement sécrété dans le tube digestif. 90% des IgA, c'est digestif. Et dans ces formes, il y a des formes sécrétoires dont il est probable qu'en fait, elles reviennent, il y a une rétrotranscytose, elles soient sécrétées dans le tube digestif et elles repassent dans la circulation de façon assez étonnante au cours de la pathologie. Et elles vont ensuite former des complexes IMA. Et donc, la première étape, c'est cette production des IgA hypogalactosylés. On verra qu'il y a un certain nombre de facteurs, notamment BAFF, April, le budésonide, qui peuvent être intéressants dans ce contexte-là. Deuxième étape, c'est la formation de complexes IMA, c'est-à-dire que ces IgA hypogalactosylés sont considérés comme des éléments hors soi, et donc on fait des complexes IMA anti-IgA hypogalactosylés, faits d'IgA anti-IgA, ou alors d'IgG anti-IgA. Cette formation de complexes IMA, cette sécrétion d'anticorps, elle est dépendante de cellules, à la fois des T et des B dans la moelle osseuse, et là, le MMF pourrait avoir un intérêt. La troisième étape, donc, c'est la formation formelle des complexes et leur circulation. Et enfin, ils viennent se déposer. Et alors là, on est beaucoup moins bon. C'est-à-dire que la néphropathie à IgA, c'est très bien défini sur le plan immunologique, mais en fait, une fois qu'il y a les dépôts dans le rein, on ne sait pas bien pourquoi il y a de l'inflammation qui se forme, pourquoi il y a de l'activation du complément et pourquoi est-ce qu'à la fin, ça fibrose. Là, c'est beaucoup plus théorique, c'est beaucoup moins connu. Probablement qu'il y a énormément de paramètres conjoints qui donnent ces lésions. Récemment, il y a eu un investissement particulier sur le rôle du complément. Vous savez qu'il y a des dépôts de C3 dans la néphropathie IgA, qu'il y a plein d'arguments pour l'activation de la voie alterne du complément, ce qui n'est pas complètement immédiat, parce que les IgA toutes seules, ça n'active pas le complément. Donc, malgré tout, on constate qu'il y a cette activation qui donne à la fin de l'inflammation, de la fibrose et toutes les conséquences de la maladie rénale chronique qu'il est essentiel de prendre en compte dans ce contexte. Concernant donc ces différents éléments physiopathologiques, on va revenir sur le premier qui est l'activation de ces IgA hypogalactosylés. Je vous ai dit que c'était essentiellement dans le tube digestif. Et vous le savez récemment, alors maintenant ça date de 2 ans, il y a ce papier dans le Lancet qui a cherché à développer une molécule particulière qui est du budésonide. Donc le budésonide, on le connaît tous, c'est le budésonide qu'on donne aux asthmatiques, c'est le budésonide qu'on donne aux maladies inflammatoires du tube digestif. Simplement, ils ont un peu changé la formulation dans une forme industrielle pour qu'il aille cibler spécifiquement l'iléon terminal. L'iléon terminal, c'est là où il y a le plus de plaques de Peyer dans le tube digestif, et c'est là qu'il y a le plus de production d'IgA hypogalactosylés. Et donc les industriels, ils ont eu la bonne idée de dire on va faire une forme qui va cibler l'iléon terminal. Et donc avec cette forme, ils se sont dit on va traiter la néphropathie à IgA avec un traitement qui n'aurait qu'un effet local au niveau du tube digestif, un effet corticoïde-like, donc anti-inflammatoire, mais avec peu d'effets systémiques. Et en fait, objectivement, ça fonctionne. C'est-à-dire que malgré tout, les malades sont exposés à des corticoïdes. Il y a à peu près 10 à 15% d'effets secondaires de type Cushing-Going, de l'acné, de la bosse de bison. Il y a des insuffisances surrénales à l'arrêt du traitement. Il faut quand même faire attention. Mais malgré tout, c'est beaucoup moins fréquent que dans les traitements par corticoïdes systémiques. Et vous voyez qu'en termes de bénéfices, en s'intéressant à des malades qui restaient protéinuriques malgré des IEC, des ARA2, ils montrent qu'en fait, ils ont bien une réduction de la protéinurie après 9 mois de traitement jusqu'à 12 mois. Donc, vous voyez, là, vous donnez votre traitement vraiment local. Et grâce à ça, vous diminuez la protéinurie. Donc, vous avez vraiment un effet sur le glomérule. Après, il faut bien préciser que la protéinurie va réaugmenter. D'accord ? Et en termes de DFG, on a un bénéfice initial qui est un peu mystérieux. Personne ne comprend bien pourquoi il y a une telle augmentation du DFG. Vous savez que souvent, les phénomènes d'hyperfiltration, c'est un peu douteux. On n'aime pas trop ça en néphropathie chronique. Là, on ne sait pas bien pourquoi. Mais en tout cas, effectivement, une augmentation. Et ensuite, une baisse qui semble
parallèles dans les deux groupes. Donc le budesonide entérique, il a bien un effet sur la protéinurie, c'est très intéressant dans la néphropathie EGA, et probablement un effet sur le DFG également. Donc il y a un élément vraiment essentiel qui potentiellement pourrait être utilisable chez des malades un peu particuliers, chez qui on voudrait proposer une immunosuppression, une immunomodulation à faible dose, chronique, de façon prolongée, puisqu'il y a très peu d'effets secondaires. D'accord ? Et vous voyez que ça diminue la protéinurie, ce qui est quand même le critère majeur dans la néphropathie IgA. Deuxième élément essentiel, je vous ai parlé de la néphroprotection, tout en bas de la physiopathologie. La néphroprotection, vous savez que dans la maladie rénale chronique, ça se développe. Ça se développe notamment avec les inhibiteurs du récepteur de l'endothéline. Le sparsentan, c'est un traitement qui bloque donc le récepteur de l'endothéline. L'endothéline, c'est une protéine qui est très activée dans les maladies glomérulaires, qui a un rôle notamment endothélial, de vasoconstriction, d'ischémie glomérulaire, de vasculopathie, et à terme, ça favorise la fibrose. Donc là encore, ce traitement, donc bloqueur du système, alors à la fois du système rénine-angiotensine, justement, puisqu'il bloque à la fois le système rénine-angiotensine et le récepteur de l'endothéline, a été comparé avec de l'irbesartan, que vous connaissez, chez des malades qui restaient protéinuriques malgré des IEC et des ARA2. Et en fait, ce que montrent les auteurs, c'est qu'il y a effectivement bien une réduction de la protéinurie sous sparsentan, là c'est la courbe en rouge, hein, d'accord, et une petite amélioration du DFG. Vous voyez, on gagne à peu près 1 millilitre par minute par an, ce qui correspond par exemple à ce qu'on avait avec le tolvaptan. Je ne sais pas si vous vous souvenez des études de tempo, hein, de tolvaptan dans la polykystose en chronique. On considère que le 1 millilitre par an, eh bien, en fait, c'est significatif sur le très long terme. Vous savez que la néphropathie IgA, c'est une maladie qui va évoluer pendant 10, 15, 20, 30 ans. C'est souvent fait chez des adultes jeunes, pardon. Et donc, malgré tout, ce gain de DFG est probablement significatif, même si on est tous d'accord qu'il ne correspond donc quand même pas à un gain majeur. Donc en tout cas, ça réduit bien la protéinurie, ça améliore probablement le DFG à long terme, probablement qu'il y a un bénéfice là encore à cette optimisation de la néphroprotection avec les bloqueurs du système de l'endothéline, en plus des IEC, des ARA2, qui bloquent le système rénine-angiotensine. Ça, c'est un tableau où j'avais repris toutes les études, c'était en 2023, toutes les études qui étaient en cours dans la néphropathie IgA sur le plan thérapeutique. Donc vous voyez, je ne vais pas toutes vous les faire, hein, rassurez-vous, mais essentiellement, il y avait 3 grands groupes de nouvelles thérapeutiques en cours de développement, toujours ces antagonistes du récepteur de l'endothéline, les bloqueurs et les immunomodulateurs qui ciblent l'activation des lymphocytes B et des plasmocytes, puisque c'est quand même là que se fait la production des IgA, et enfin les bloqueurs du complément, les modulateurs du complément. Donc je vous ai parlé des bloqueurs du récepteur de l'endothéline. On va s'intéresser un tout petit peu plus aux compléments. Vous avez sûrement vu cette étude qui est sortie donc, au moment de l'ASN en 2024, là, en novembre 2024, sur l'iptacopan. L'iptacopan, c'est un traitement qui n'a pas été développé pour la néphropathie IgA, ça a été développé pour les GNC3. L'iptacopan, qu'est-ce que c'est? C'est une petite molécule qui bloque le facteur B de la voie du complément. Et le facteur B, vous savez, c'est un des cofacteurs de la C3 convertase alterne. Donc globalement, c'est la voie alterne. Votre C3 convertase alterne, c'est C3B, grand B, petit b, si vous vous souvenez vos cours initiaux, il y a quelques années, d'accord. Et donc cet iptacopan va bloquer le facteur B, donc va bloquer la C3 convertase alterne. Et donc assez logiquement, il avait été développé dans les GNC3. Il y a des résultats qui sont intéressants dans les GNC3, ça fait baisser à peu près de 40% la protéinurie. Et en gros, les industriels sont intéressés également à la néphropathie IgA, d'abord parce que c'est beaucoup plus fréquent que la GNC3, et ensuite parce qu'il y a également énormément d'éléments pour penser que la voie alterne du complément soit activée au cours de la néphropathie IgA. Donc l'iptacopan, ça là encore été testé chez des patients qui étaient sous IEC ou sous ARA2 et qui gardaient une protéinurie significative, considérés comme les malades les plus à risque, d'accord. Mais donc ils avaient déjà eu le traitement néphroprotecteur. Et ensuite, donc, le traitement a été proposé de façon prolongée avec une évaluation en analyse intérimaire à 9 mois, évaluation de la protéinurie. Vous voyez que c'était des malades particulièrement sévères, d'accord. Pourquoi? Il y avait beaucoup de croissants, hein, C1 et C2, là. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, mais en pratique, c'était 25 et 15% des cas, donc c'était des malades très inflammatoires avec des croissants à la biopsie. Et des protéinuries significatives avec des biopsies relativement récentes, donc vraiment à très haut risque de progression. Et ce qui montre, c'est qu'en fait, en pratique, il y a un bénéfice de l'iptacopan. Vous voyez, ça fait diminuer la protéinurie à partir de 6 mois et jusqu'à 9 mois, avec une réduction qui est de l'ordre de 40%. Donc, ce qui est intéressant, quand vous avez 1,5 g de protéinurie, de faire baisser de 40%. Après, il faut se souvenir que dans la néphropathie IgA, le but, c'est d'être en dessous de 0,5 grammes par jour. Et donc, quand vous partez d'1,5 g et que vous baissez à 40%, en fait, vous avez une majorité de patients qui n'est pas contrôlée.
d'accord, qui reste élevé. Et donc, c'est en toute transparence, hein, c'est donné dans les données additionnelles, supplémentaires. Là, vous avez les chiffres des malades qui passent en dessous d'1 gramme et en dessous de 0,5 g, qui est notre objectif à tout. C'est-à-dire que le malade soit vraiment verrouillé en termes de protéinurie. Et vous voyez que finalement, 0,5 g, donc à 9 mois de suivi, ça correspond à peu près à 20-25% des malades. Alors, c'était des malades à très haut risque, des malades avec des protéinuries abondantes initialement. Donc, voilà, c'est intéressant, mais probablement pas parfait. Ensuite, deuxième inhibiteur du complément que vous connaissez plus, c'est le ravulizumab. Donc là, on va cibler le C5, hein, la fin de la voie finale commune, d'accord, comme le Soliris, mais avec une forme longue durée d'action. Et en fait, globalement, on a également une réduction de 40% de la protéinurie dans cette étude de phase 2. Donc c'est à peu près du même ordre. Il y a une étude de phase 3 qui est en cours. Là, il n'y avait pas de données de DFG. Enfin, dernière cible thérapeutique, on remonte dans la physiopathologie. Avec le complément, on était tout en bas dans l'inflammation glomérulaire. Là, on remonte en ciblant les lymphocytes B et les plasmocytes pour essayer de diminuer cette fois-ci la production des IgA pathogènes. On a parlé du budesonide. Là, je vais vous parler d'une autre molécule qui est un anticorps monoclonal anti-April. April, c'est une cytokine qui active spécifiquement les IgA pour les switcher, les plasmocytes et les lymphocytes B pour les switcher vers la production d'IgA, et ce, de façon indépendante des lymphocytes T. Donc, c'est particulièrement intéressant. April, c'est augmenté de façon circulante dans les néphropathies IgA, et donc des industriels qui ont développé un anticorps anti-April pour essayer d'évaluer son effet sur la néphropathie IgA. Et deuxième élément, le fait que ça diminue les IgA hypogalactosylés. Et en fait, en pratique, dans cette étude de phase 2, on a effectivement une réduction de la protéinurie. Toujours, c'est des malades considérés comme sévères avec une protéinurie significative sous IEC, sous ARA2. Donc, ça fait bien diminuer la protéinurie. Surtout, ça fait baisser le biomarqueur d'intérêt qui est les IgA hypogalactosylés. Ici, vous voyez, les courbes en jaune, en rouge, c'est en fonction des différentes doses, mais sous traitement, vous avez bien une diminution de ce biomarqueur. Et donc, ça bloque bien la production des IgA hypogalactosylés. Là encore, il y a une étude de phase 3 qui est en cours. Deuxième élément qui cible la même voie, je vais passer un peu plus rapidement, c'est des traitements qui ciblent le récepteur commun de BAFF et April. BAFF, vous connaissez, c'est dans le lupus, le belimumab anti-BAFF. Je ne sais pas pourquoi le belimumab, ça n'a pas été développé dans la néphropathie IgA. Je crois qu'il y a eu une étude qui n'a pas donné de résultat. Et donc, ce n'est pas spécialement développé. En revanche, il y a un certain nombre d'inhibiteurs de ce récepteur qui s'appelle TACI, donc récepteur anti-BAFF et April, qui globalement va avoir le même rôle de diminution de l'activation des B des plasmocytes qui produisent les IgA. Et donc là, il y a au moins 3 molécules en cours de développement. Je vous en montre qu'une, c'est l'atacicept. Donc elles ont un particulier de toutes s'appeler quelque chose tacicept, d'accord, povetacicept, atacicept, ok. Et donc elles diminuent cette activation par BAFF et April du récepteur TACI. Et là encore une étude de phase 2 qui s'adressait à des patients qui restaient protéinuriques sous IEC, sous ARA2. Vous voyez qu'il y a bien une diminution de la protéinurie, un DFG qui reste relativement stable. Et là encore, comme on est tout en amont de la comme on est tout en amont de la physiopathologie, on a également un blocage de la production des IgA hypogalactosylés. Donc deuxième élément qui est susceptible d'être développé à long terme. Il y a encore des phases 3 qui sont en cours dans la néphropathie à IgA. Et enfin, dernière cible, c'est les traitements qui vont cibler plus spécifiquement le CD38, c'est-à-dire les plasmocytes. Le CD38, vous savez, ça a été particulièrement développé, les inhibiteurs du CD38 dans le myélome, avec le daratumumab, qui est un traitement qui a révolutionné la prise en charge du myélome, et surtout des formes peu sévères de myélome. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un New England qui est sorti ce matin même sur l'intérêt du daratumumab dans des formes de myélome, des smoldering myeloma à haut risque d'évolution, mais qui n'étaient pas des myélomes et qu'on ne traitait pas jusqu'à présent. Et en fait, le daratumumab montre un bénéfice. Et en fait, il se trouve qu'il y a des traitements anti-CD38 qui sont également développés dans la néphropathie IgA avec l'idée d'aller cibler le plasmocyte qui produit les IgA. C'est assez logique, encore fallait-il le faire. Et en pratique, toujours en s'adressant au même type de malade protéinurique sous IEC, sous ARA2. Là, je vous montre un premier traitement. Il y en a un autre qui fait la même chose. Globalement, ça diminue la protéinurie de façon significative et surtout, ça la diminue de façon prolongée. Je suis désolé, cette petite diapo va revenir. Ça la diminue de façon prolongée. C'est-à-dire que le traitement est arrêté ici, c'est la zone verte, vous voyez. Et en fait, ça, c'est votre protéinurie. Vous voyez qu'à long terme, jusqu'à 15 mois, alors que le traitement était de 5 mois, on a un bénéfice. Et ça, c'est le premier traitement qui montre un bénéfice à long terme. Le budesonide, typiquement, les anti-April, tout ça, c'était des traitements suspensifs. Là, les anti-CD38, il est possible qu'ils aient un bénéfice à long terme, et donc c'est super intéressant dans un contexte de maladie chronique comme la néphropathie à IgA. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Il me reste 40 secondes pour vous donner ces derniers éléments. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on traite à la fois la néphroprotection et
le ciblage de la diminution des IgA hypogalactosidés et de l'inflammation glomérulaire. D'accord? C'est très logique, encore est-il que finalement on a assez peu de données aujourd'hui pour le dire, mais probablement que c'est intéressant. On optimise à fond la néphroprotection. Vous voyez, les recommandations des KDIGO, c'est d'avoir 12 sets de pression artérielle, donc d'être sous IEC, sous ARA2, d'avoir des inhibiteurs de SGLT2, d'avoir des diurétiques. Et en parallèle, eh bien, s'il y a de l'inflammation glomérulaire, probablement qu'il faut proposer des corticoïdes, systémiques ou pas, peut-être le budesonide chez les malades qui ont des contre-indications aux corticoïdes. Si ça reste protéinurique, si la maladie est évolutive, probablement que les traitements anti-B, anti-plasmocytes ont un intérêt, voire les anticompléments, dans des cas très sélectionnés. En pratique, cette conclusion, elle reprend tout ce que je vous ai dit. Donc, on traite ensemble la néphroprotection et l'immunomodulation. Différents traitements, probablement que les corticoïdes systémiques ont toujours un intérêt, que les faibles doses de corticoïdes, comme dans l'étude testing que je ne vous ai pas citée, ainsi que le MMF, ont un intérêt en particulier chez les malades asiatiques, probablement un peu moins chez les malades caucasiens. Le budesonide entérique, probablement que là encore, il a un intérêt. Nous, on commence à utiliser l'antocorte, le Myticorte, vous savez, le budesonide des malades inflammatoires du tube digestif, avec un certain succès, au moins chez certains patients. Je pense que ça peut devenir une option chez les malades sélectionnés. Et enfin, les nouvelles thérapeutiques de néphroprotection, elles vont arriver. Et en fait, très probablement qu'à long terme, les traitements ciblant les B, le complément, éventuellement l'hydroxychloroquine, qui est du même ordre, auront également un intérêt. Aujourd'hui, on commence à donner du daratumumab dans des néphropathies à IgA, dans des formes très, très sélectionnées, très sévères en particulier. Je vous remercie pour votre attention. Je serai ravi de répondre à vos questions.